En 1982, un ingénieur de vol de l'US Navy a effectué un atterrissage d'urgence sur une crête en Antarctique et a vu quelque chose dans la glace qui n'était pas censé s'y trouver. Géométrique, angulaire, massif, fait d'un matériau qui n'était ni de la glace ni de la roche. Il a reçu l'ordre de ne jamais en parler. Il a signé les papiers. Il a gardé le secret pendant près de 20 ans. Puis, alors qu'il était mourant, il a décroché son téléphone et a appelé une seule personne, la journaliste d'investigation récompensée par un Emmy Award, Linda Moulton Howe. Elle a enregistré chaque mot qu'il a prononcé. Ensuite, elle a attendu. Car au cours des 25 années suivantes, d'autres témoins se sont manifestés. Personnel de la marine, scientifiques, contractuels, officiers du NORAD, tous décrivant des morceaux de la même chose enfouis sous la glace antarctique. Tous ont été réduits au silence. Tous, un par un, ont décidé avant de mourir que Linda était la seule personne en qui ils avaient confiance pour dire la vérité au monde. Aujourd'hui, à 81 ans, Linda a enfin compilé chaque témoignage, chaque coordonnée, chaque détail classifié, et elle prend la parole. Elle a déclaré « Avant de mourir, je dois dire la vérité, car les personnes qui m'ont confié ces choses sont en train de mourir, et si je ne partage pas ce qu'elles ont révélé, ce savoir mourra avec nous. Donc, si vous voulez entendre ce qu'ils ont risqué leur vie pour révéler, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Plongeons dans cette face cachée de l'Antarctique que Linda a passé des années à étudier. Le premier témoin. L'Antarctique a été aperçu pour la première fois en 1820 par des explorateurs russes. À cette époque, les gens ne comprenaient pas ce que cette terre gelée contenait réellement. Ils ne voyaient que de la glace à perte de vue, des vents violents et un endroit trop dangereux pour les voyages habituels. Pendant de nombreuses années, personne n'a tenté de pénétrer profondément dans ce continent. Il est resté vide sur les cartes, calme et intact. Mais à la fin du XXe siècle, les choses ont changé. Les pays ont commencé à envoyer des missions de recherche et des avions ont commencé à survoler cette terre gelée. L'une de ces missions a eu lieu en 1982. En 1982, un ingénieur de vol de l'US Navy a participé à une mission de ravitaillement de routine. Le vol a débuté depuis la base McMurdo et s'est dirigé vers un camp de recherche isolé au cœur de l'Antarctique. L'équipage a suivi les procédures standards et le temps est resté rude mais prévisible. Puis, quelque chose a mal tourné. Un problème d'équipement a forcé l'avion à atterrir prématurément sur une crête. Des vents violents ont frappé l'appareil et la température a chuté si bas que la peau exposée pouvait geler en quelques secondes. L'équipage s'est concentré sur la réparation rapide du problème afin de pouvoir quitter cet endroit dangereux. Mais pendant que les autres travaillaient, l'ingénieur de vol a regardé au-delà de la crête. Il a remarqué des formes au loin qui ne correspondaient pas au paysage naturel. Il a vu des lignes nettes, des angles vifs et une symétrie parfaite. La glace ne se forme jamais ainsi. La neige ne crée pas de bords droits ou de surface lisse. Il s'est approché pour mieux voir. Ce qu'il a vu l'a complètement paralysé. Une partie d'une structure massive se dressait, exposée là où le vent avait balayé des couches de glace au fil du temps. Elle semblait solide et soigneusement façonnée. La surface ne ressemblait ni à de la roche ni à de la glace. Cela ressemblait à quelque chose construit avec intention. Avant qu'il ne puisse aller plus loin, la radio s'est activée. L'équipage a suivi l'ordre et a quitté la zone sans délai. À l'atterrissage, les choses sont devenues encore plus étranges. Des officiers du renseignement les attendaient. Ils ont séparé l'équipage et ont interrogé chaque personne individuellement. Ils ont saisi les journaux de vol et les ont marqués comme classifiés. Chaque membre d'équipage a signé des accords de confidentialité. Puis, ils ont donné une instruction claire. Cela n'est jamais arrivé. L'ingénieur de vol est resté silencieux pendant de nombreuses années. Il a tenu sa promesse et n'a jamais parlé de ce qu'il avait vu. Le temps a passé et sa vie a continué. Près de 20 ans plus tard, tout a changé. En 1998, après avoir pris sa retraite et atteint la soixantaine, il a décidé de parler avant qu'il ne soit trop tard. Il a contacté Linda Moulton Howe, une journaliste d'investigation américaine et productrice de télévision récompensée par un Emmy Award, connue pour son travail sur les phénomènes inexpliqués. Elle avait fait des reportages sur la science, les questions environnementales et des sujets controversés qui restaient souvent en marge du débat public. Au fil du temps, elle a été reconnue pour avoir documenté des témoignages oculaires liés aux observations d'OVNI. Pendant des décennies, elle s'était forgé une réputation d'écoute attentive et de préservation minutieuse des témoignages. Elle a écouté attentivement et a enregistré chaque mot partagé par l'ingénieur de vol. Il lui a parlé de la mission, de l'atterrissage et de la structure qu'il avait vue en 1982. Il a donné des détails sur l'emplacement,
la trajectoire de vol et l'équipage impliqué. Linda ne s'est pas précipitée pour publier son histoire. Elle a vérifié son dossier de service et a confirmé son parcours. Tout correspondait. Elle savait que l'histoire semblait incroyable, mais ces faits étaient réels. Pourtant, elle a attendu. Elle pensait qu'un seul témoin ne pouvait pas prouver une chose aussi importante. Elle a mis son témoignage de côté et l'a gardé privé. À l'époque, elle ne savait pas que ce n'était que le début, mais au cours des années suivantes, d'autres récits similaires allaient commencer à faire surface. Le schéma étrange. Après le premier témoignage en 1998, Linda Moulton Howe ne s'est pas précipitée pour en parler au monde. Elle a gardé le silence et a poursuivi son travail de journaliste d'investigation. Puis, quelque chose d'inattendu a commencé à se produire. Au cours des 20 années suivantes, davantage de personnes ont commencé à la contacter. Elles venaient de lieux et d'époques différents. Certaines travaillaient dans la marine, d'autres étaient scientifiques. Aucune ne se connaissait et aucune n'avait partagé son histoire auparavant, mais toutes décrivaient quelque chose de très similaire. Un géophysicien a confié à Linda qu'il avait travaillé sur des relevés radars pénétrant la glace en Antarctique. Au cours d'une mission, il a vu d'étranges lectures sous la glace. Il ne s'agissait pas de petites failles ou de fissures. C'était de grands espaces vides profondément sous la surface. Les formes semblaient régulières et organisées, pas aléatoires, comme des grottes naturelles. Il a rapporté les données à son supérieur. Son supérieur est resté silencieux, puis a rapidement ordonné que les données soient classifiées. En quelques heures, les informations ont disparu du système. Toute son équipe a été réaffectée et personne n'a été autorisé à en parler à nouveau. Un autre témoin venait d'un bataillon de construction de la Navy, les Seabees. Il a décrit une mission où son équipe a voyagé à des kilomètres de toute station de recherche connue. Ils n'ont pas reçu de briefing scientifique normal. Ils n'ont reçu qu'une seule instruction. Forez droit vers le bas. Lorsqu'ils ont atteint le fond du puits, il a vu quelque chose qui n'avait rien à faire là. Il a vu des murs qui semblaient métalliques et lisses. Les surfaces paraissaient trop parfaites pour être naturelles. Il est resté là saisi d'un sentiment de peur profonde, car il savait que quelqu'un avait construit cela. Un scientifique de la base argentine Esperanza a également contacté Linda. Il a expliqué que l'équipe extrayait parfois des objets de carottes de glace vieux de plus de 12 000 ans. Ces objets ne semblaient pas naturels. Mais chaque fois qu'il trouvait quelque chose d'inhabituel, le personnel militaire arrivait rapidement. Ils emportaient les échantillons et ne laissaient aucune trace. Pas de rapport, pas de document, rien ne restait. Un pilote a partagé un autre détail étrange. Il a raconté qu'en survolant l'Antarctique, il avait remarqué une zone restreinte qui n'apparaissait sur aucune carte officielle. Les vols civils ne pouvaient pas entrer dans cette zone et même les pilotes militaires avaient besoin d'une autorisation spéciale. Lorsqu'il a demandé ce qu'il y avait là-bas, un supérieur lui a donné une réponse courte. Recherche sensible. Puis il lui a dit d'arrêter de poser des questions. Linda a remarqué quelque chose d'important. Toutes ces personnes venaient d'horizons différents. Elles ne s'étaient jamais rencontrées et pourtant leurs histoires pointaient dans la même direction. Quelque chose de grand, structuré et caché existait sous la glace antarctique. Elle a étalé tous les témoignages devant elle et les a étudiés attentivement. Les détails s'assemblaient comme les pièces d'un puzzle. Ce n'était plus un événement étrange isolé. C'était un schéma récurrent. Elle ressentait à la fois de l'excitation et de la peur, car si ce schéma était réel, cela signifiait que quelque chose était resté caché depuis très longtemps, mais elle avait encore besoin de preuves plus solides. Puis, en 2016, quelqu'un l'a contactée. Ce qui allait changer tout ce qu'elle croyait sur ce mystère, les structures enfouies. En 2016, Linda Moulton Howe a reçu un message d'une nouvelle source. C'était un officier du NORAD à la retraite avec une habilitation classifiée. Il lui a dit qu'il avait travaillé sur une opération en Antarctique au début des années 2000. Linda l'a décrit plus tard comme la source la plus crédible qu'elle ait jamais interviewée. Il a expliqué que sous la calotte glaciaire de l'Antarctique occidentale, à une profondeur d'environ 3 km, se trouvaient des structures qui n'appartenaient pas à la nature. Ce n'étaient pas des roches, et ce n'étaient pas des formations de glace. C'étaient des formes construites, façonnées dans cette tôle avec précision et une conception claire. Il lui a dit quelque chose d'encore plus choquant. Ces structures étaient plus anciennes que la glace au-dessus d'elles. Elles existaient avant la dernière ère glaciaire. Cela signifie qu'elles ont été créées il y a plus de 12 000 ans. À cette époque, l'Antarctique n'était pas gelée. C'était une terre verte avec des rivières et des forêts. Ce détail a tout changé.
Il a également déclaré que les scientifiques avaient détecté ces anomalies pour la première fois lors de l'opération High Jump en 1946 à 1947. L'amiral Richard Byrd dirigeait cette mission. Les rapports officiels indiquaient que la mission se concentrait sur l'entraînement et la recherche, mais les données classifiées racontaient une histoire différente. Des relevés sismiques ont capté des signaux inhabituels profondément sous la glace. Ces signaux ne correspondaient à aucune structure géologique connue. Les responsables les ont enregistrés, mais ils ne les ont pas partagés avec le public. Au cours des 70 années suivantes, plusieurs pays ont continué à étudier ces sites. Les États-Unis, la Russie et plus tard la Chine ont mené des opérations en Antarctique. Ils n'ont pas traité ces missions comme de la recherche normale. Ils les ont traitées comme des opérations de récupération. L'officier a expliqué que les équipes ne se contentaient pas d'étudier ces sites, elles tentaient d'en extraire des matériaux et des objets. Certaines zones sont devenues accessibles par des grottes de glace naturelles. Ailleurs, les équipes ont foré des puits profonds pour atteindre les structures. Il ne s'agissait pas de petits bâtiments ou d'objets isolés. C'était des parties d'un système plus vaste. Il a parlé d'un complexe étendu qui ressemblait à une ville enfouie sous la glace. Certains des objets récupérés fonctionnaient encore. Les chercheurs ne comprenaient pas comment ces appareils fonctionnaient, mais ils ont confirmé qu'ils étaient opérationnels. Ils ont déplacé ces objets vers des installations classifiées pour une étude plus approfondie. Linda a demandé des preuves. L'officier a fourni des coordonnées et des documents internes avec des sections caviardées. Ces documents montraient des noms de projets liés à ces emplacements exacts. Pour Linda, ce moment a tout changé. Les pièces s'emboîtaient enfin et l'histoire devenait beaucoup plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé. Mais une question subsistait. Si ces structures étaient réelles, comment les équipes les atteignaient-elles à des kilomètres sous la glace et qu'ont-elles réellement vu lorsqu'elles sont entrées lors des opérations de forage? Après avoir appris l'existence des structures enfouies, Linda Moulton Howe a poursuivi son enquête. Elle voulait comprendre comment les équipes atteignaient réellement ces endroits profonds sous la glace. Puis elle a reçu un autre témoignage qui lui a donné une réponse claire. Ce récit provenait d'un contractuel militaire. Il a travaillé sur une opération de forage classifiée en 2003. Le contractuel a décrit comment son équipe a foré un puits profond dans la glace antarctique. Le but de la mission n'était pas clairement expliqué. Ils lui ont seulement dit qu'ils accédaient à une anomalie géologique. Les murs semblaient blancs et bleus avec de longs motifs gelés. La lumière au-dessus de lui devenait plus petite à mesure qu'il descendait. Bientôt, cela ressemblait à un petit cercle, puis cela a complètement disparu. L'obscurité l'entourait, et seule la lumière de son équipement montrait le chemin. Puis quelque chose a changé. La glace ne s'est pas estompée lentement. Elle s'est arrêtée soudainement. Il a atteint le fond et est descendu de la plateforme. Ce qu'il a vu là l'a choqué. L'espace autour de lui était vaste et ouvert. Cela ne semblait pas naturel. Il a vu des marques sur les murs qui ressemblaient à des symboles. Ces motifs ne correspondaient à aucun système d'écriture connu. L'équipe est restée silencieuse. Puis il a remarqué quelque chose devant lui. Une porte se dressait dans le mur. Cela ressemblait à une entrée menant plus profondément à l'intérieur. Il voulait avancer, mais il n'en avait pas la permission. Seules les personnes ayant une habilitation supérieure pouvaient entrer dans cette zone. Il a regardé les scientifiques et le personnel militaire se préparer à entrer. Puis sa maladie a tout changé. Il a dit à Linda. « Lénard, les gens devraient attendre et savoir que nous avons trouvé quelque chose là-bas qui change l'histoire. » Maintenant, une question commençait à se former dans l'esprit de Linda. Si tout avait été gardé sous un contrôle aussi strict, qu'avaient réellement rapporté ses équipes? Preuve de technologie récupérée. Après les opérations de forage, Linda Moulton Howe s'est concentrée sur ce que les équipes avaient réellement récupéré de ces lieux cachés. Elle a parlé avec d'autres témoins qui travaillaient près de ces missions. Leurs histoires ne décrivaient pas des structures vides. Un témoin travaillait comme analyste d'imagerie satellite. Il a dit à Linda qu'il avait vu des formes inhabituelles sur des images de l'Antarctique avant qu'elles ne soient traitées. Des parties des images étaient floutées ou complètement supprimées. Il a dit que quelqu'un avait nettoyé les données avant de les rendre publiques. Un autre témoin travaillait comme scientifique des matériaux. Il a brièvement étudié des échantillons prélevés lors d'opérations de récupération en Antarctique. Il a expliqué que les matériaux ne correspondaient à rien dans aucune base de données connue. Un coordinateur logistique a également partagé des détails importants. Il travaillait avec le programme antarctique de la NSF.
il a vu des listes d'équipements qui ne correspondaient à aucune mission de recherche normale. Les listes incluaient des outils d'excavation lourds, des conteneurs scellés et des itinéraires de transport liés au département de la Défense. Linda a également appris que l'équipement électronique tombait souvent en panne près de certains endroits. La vérité enfin révélée. En 2020, Linda Moulton Howe avait recueilli plus de 15 témoignages crédibles. Elle avait vérifié les coordonnées et recoupé les détails auprès de nombreuses sources. Il s'agissait de déclarations de personnel militaire, de scientifiques, de contractuels et d'officiers ayant travaillé en Antarctique au fil des années. Mais quelque chose a commencé à changer. Les personnes qui lui faisaient confiance ont commencé à mourir. Lorsque Linda a appris la nouvelle, elle a ressenti le poids de ce qu'elle portait. Puis l'officier du NORAD à la retraite est décédé en 2022. Linda a réalisé qu'elle était devenue la dernière personne à détenir tous ces récits. Elle a compris que si elle attendait plus longtemps, toutes ces informations pourraient disparaître à jamais. Dans une interview en 2023, elle s'est exprimée ouvertement. Elle a déclaré « J'ai réalisé que si je ne racontais pas l'histoire complètement, avec tous les détails et toutes les sources que je pouvais nommer de manière responsable, alors elle mourrait. Ces hommes m'ont fait confiance. J'ai la responsabilité de m'assurer que leurs témoignages survivent. » Ce moment a changé sa décision. Fin 2023, elle a commencé à travailler sur ce qu'elle a appelé afil.com. Elle a partagé des coordonnées où les témoins ont signalé des structures. Elle a publié des documents déclassifiés de l'opération High Jump de 1946 à 1947, avec des sections caviardées. Puis elle a fait quelque chose d'important. Elle a incité les autres à vérifier les preuves par eux-mêmes, mais la réponse des gouvernements est restée la même. Il n'y a eu aucun démenti, aucune confirmation et aucune explication. Seul le silence a persisté. Pour Linda, ce silence signifiait quelque chose de très clair. Elle croyait que cela confirmait que quelque chose d'important avait été caché pendant très longtemps. Cette histoire nous rappelle que la vérité ne se révèle pas toujours facilement. Il se peut qu'il y ait encore beaucoup de choses cachées dans ce monde qui attendent d'être comprises. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Assurez-vous de mettre un pouce levé. Pensez également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'ici là, à bientôt.